Et maintenant, j'appelle Nathalie Ola, qui, elle, travaille l'UMR EGFV, et vous allez pouvoir nous expliciter cet acronyme. J'ai oublié de vous poser la question au moment de la préparation. Et Nathalie, avec vous, on va continuer d'avoir une vision un peu panoramique des interactions eau vigne avec les enseignements du projet La Cave, sachant que certains éléments de ces enseignements, en tout cas des leviers présentés au travers de ces enseignements, seront là aussi détaillés après par d'autres intervenants. Du coup, l'UMR EGFV. D'abord, bonjour à tous et merci d'accueillir une extraterrestre en région méditerranéenne. Donc, Nathalie Ola, je travaille à Bordeaux dans un laboratoire qui s'intéresse aux relations entre la vigne et l'environnement et qui s'appelle Écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne. Mais lors de ma présentation, donc je remercie les organisateurs qui m'ont demandé de parler d'un certain nombre de leviers techniques pour envisager des systèmes viticoles plus résilients face à la contrainte hydrique. Donc je vais répéter des choses qui ont été dites, en introduire de nouvelles, introduire aussi des propos qui vont venir après. La question était de placer mon propos avec les enseignements du projet La Cave que j'ai coordonné avec Jean-Marc Touzard de Montpellier pendant une dizaine d'années où on travaillait sur cette question du changement climatique et de replacer ces enseignements-là dans le cadre de la vision systémique qu'on a essayé de porter pendant toutes ces années. Alors la vision systémique, c'est d'abord la définition de l'adaptation qui doit être vue comme l'ensemble des actions et des processus que les sociétés doivent mobiliser pour limiter les impacts négatifs des changements et favoriser les effets bénéfiques. Et donc, c'est de concevoir l'adaptation passe à l'échelle locale et aussi en combinant différents leviers. Alors, il y a des leviers techniques, on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais il y a des leviers spatiaux, où est-ce qu'on plante la vigne, organisationnels également, et réglementaires. Et tout ça, ça peut se construire sur la base de connaissances. Il y a un autre point aussi qui est important à prendre en compte, et ça, c'est un constat du GIEC dans le dernier rapport publié récemment, c'est que concernant l'adaptation, toute action qui cible un seul secteur ou un risque de manière isolée, ça a été introduit dans l'exposé de notre collègue du bureau d'études du BRL. Donc, si on conçoit, voilà, quand on conçoit, on a une vision seulement isolée, eh bien, ça conduira sur le long terme forcément à des maladaptations. Donc, il faut avoir ça en tête. Alors, concernant la vision de l'eau et du vin dans le cadre du projet La Cave, on a eu cette vision systémique qui repose sur plusieurs points. L'eau est un bien commun dont les besoins vont augmenter et les ressources ne sont pas extensibles. Il va falloir partager cette eau. Par ailleurs, et ça a déjà été dit, la vigne est une plante qui a été énormément cultivée, qui a été domestiquée, dont la culture provient du bassin méditerranéen et où on a su développer des systèmes de mise en valeur dans des conditions avec des climats secs et chauds, tels qu'on commence progressivement à les connaître en France et notamment dans la région méditerranéenne. Dans ce contexte-là, il faut bien avoir en tête que la valorisation, ce n'est pas uniquement le rendement, ça a été dit, mais ça va être aussi les coûts de production, ça va être les qualités, ça va être l'image que renvoie le produit et aussi en fonction des attentes des consommateurs. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte également quand on va raisonner l'adaptation. Pour cela, il faut aussi prendre en compte qu'est-ce que c'est que la sécheresse. La sécheresse, quand est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle a lieu tout le temps ou est-ce qu'elle a lieu ponctuellement? Son intensité. Quels sont les impacts multiples qu'elle peut avoir? Bien sûr sur la vigne, mais aussi sur les aspects socio-économiques et sur l'environnement autour. Et à partir de ces éléments-là, c'est raisonner les leviers qu'on peut mobiliser en fonction de l'état de la ressource et des objectifs de production.
Concernant les leviers techniques, un grand nombre d'entre eux ont déjà été décrits, hein, et je cite là quelques publications qui ont été produites durant le projet La Cave, qui résument ces leviers techniques, et je reviendrai tout à l'heure sur un ouvrage qu'on est en train de rédiger. Alors, concernant les leviers techniques hors irrigation, donc je vais juste en illustrer quelques-uns et peut-être insister sur des aspects dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Donc l'idée, c'est quel levier mobiliser pour concevoir un système viticole résilient vis-à-vis de la contrainte hydrique et économiquement viable. Alors, il y a deux volets, hein. C'est augmenter ou optimiser la taille du réservoir dans lequel on va pouvoir puiser, hein. Donc soit au niveau de la préparation du sol et de l'entretien via les pratiques culturales, mais aussi en mobilisant le matériel végétal. On parlera surtout système racinaire et porte-greffe. Et puis, il y a vraiment une période, la vigne, c'est une plante pérenne, hein, et le stress hydrique, il n'arrive pas juste à un moment donné. Donc, c'est qu'est-ce qui peut être fait dès la plantation pour pouvoir optimiser ce réservoir dans lequel la vigne va pouvoir puiser l'eau. Et puis, le deuxième volet, hein, Anne l'a déjà introduit, c'est jouer sur la consommation en eau de la vigne, donc en diminuant la surface évaporante, notamment via le système de conduite, mais on peut aussi jouer sur l'efficience de l'eau, donc je donnerai quelques exemples, et puis choisir du matériel végétal adapté, et j'introduirai l'exposé suivant pour ne pas prendre trop de temps. Alors on plonge sur le premier type de grand levier, la mobilisation de la réserve utive du sol et les leviers techniques pour bien la valoriser. Voilà, exactement. Donc il va falloir... on a parlé Hervé Hannin a introduit la question de réserve utile. Donc cette réserve utile, bon, elle dépend bien sûr de là où la vigne est plantée, mais aussi on peut la façonner au moment de la plantation. Et donc ça va beaucoup dépendre des pratiques culturales qui vont être mises en œuvre à ce moment-là. Donc il faut envisager tout de même des travaux du sol en profondeur. Et ce petit dessin que j'ai emprunté à notre éminent professeur Champagnol, que beaucoup d'entre vous ont connu, c'est de montrer comment le système racinaire va se développer dans un sol qui a été bien travaillé au moment de la plantation, en comparaison d'un sol où il a été peu travaillé, où souvent il y a eu du tassement, et donc ça empêche le fait que ce volume de sol il va être colonisé par le système racinaire. Alors bien sûr, comme toute pratique, hein, il y a ses avantages et ses inconvénients, et si certains travaux du sol à la plantation en trop grande profondeur peuvent aussi avoir des impacts négatifs dont il faut tenir compte. Et puis, il y a la question de remplir le réservoir. Et pour remplir le réservoir, il faut favoriser l'infiltration de l'eau et donc mettre en œuvre toutes les pratiques culturales sur le long terme qui permettent un bon état de surface, qui vont permettre de le conserver et qui vont permettre à l'eau non de ruisseler, mais de s'infiltrer pour remplir le réservoir. Donc c'est via des couverts végétaux, des pratiques de travail du sol avant un événement pluvieux. Il y a aussi un grand rôle joué par la teneur en matière organique. Donc il faut travailler sur les amendements. Et puis surtout éviter toute pratique qui pourrait conduire à des tassements trop importants et qui empêchent le système racinaire de se développer en profondeur. Quand on parle du système racinaire et de la colonisation du sol, même si on sait que le porte-greffe joue peut-être un rôle secondaire par rapport au type de sol et aux pratiques culturales, on sait qu'il y a une gamme d'adaptation des porte-greffes à la sécheresse qui sont représentés ici, je ne rentrerai pas dans les détails, et qu'une partie de cette capacité d'adaptation à la sécheresse par les porte-greffes va être liée à la colonisation du sol par le système racinaire. Alors malheureusement, il y a peu de travaux qui existent, un peu de données sur ces capacités des systèmes racinaires de différents porte-greffes à explorer le sol, mais des collègues sud-africains ont de longue date fait des profils de sol. Et on voit ici pour différents porte-greffes que des porte-greffes du type Rupestris berlandieri, hein, comme le 140, le 110R et le 1103 Paulsen, ont une capacité bien sûr à une plus forte densité racinaire, mais aussi une capacité à pousser en profondeur pour aller mobiliser de l'eau.
Alors bien sûr, c'est des travaux qu'on essaie de poursuivre, hein, de mieux connaître les capacités des systèmes racinaires des différents porte-greffes à explorer les couches profondes, soit par des techniques un peu expérimentales, soit en développant des travaux de modélisation sur les systèmes racinaires. Et c'est des choses qui sont en cours de développement à Bordeaux sur le sujet. Quelque chose dont on ne parle quasiment jamais, c'est ce qu'on va faire au moment de la plantation et qui peut être déterminant sur toute la vie de la culture. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je souhaite insister, qu'on n'a pas travaillé dans le cadre de la cave, mais dans un autre projet qui a été financé par le Plan national de dépérissement de la vigne. Et donc, je pense qu'il y a un lutte contre le dépérissement, peut-être? Ah ben, je pense que c'est tout. Il y a pas beaucoup le Plan de choses national qui sont de dépérissement, liées. mais les plans de lutte contre le dépérissement. Oui, oui. Mais enfin, voilà. Donc, on travaillait sur la qualité du matériel végétal et on a mené des travaux sur la longueur des racines à la plantation. Et des collègues de la Chambre d'agriculture du Vaucluse ont réalisé des expérimentations avec des plans où on a laissé différentes longueurs de racines et ensuite planté à la machine. Et comme vous voyez sur ces petits histogrammes, ils ont montré par exemple que plus les racines sont laissées longues à la plantation, et bien plus le système racinaire va être rasant et va être peu plongeant. Par ailleurs, ils ont essayé aussi d'étudier la distribution des racines autour du plant dans ces différentes conditions. Et ils ont montré que plus les racines sont laissées longues à la plantation, moins le système racinaire est distribué de manière homogène autour du plant. Et ça peut conduire dans certaines situations à ce genre de distribution du système racinaire en coude avec toutes les racines orientées dans une seule direction. Et vous comprenez bien que dans ces cas-là, vous avez beau remplir votre réservoir, la capacité d'y puiser dedans sera forcément limitée. Vous pouvez retrouver ces résultats en cliquant sur le QR code. Et donc, ce qu'on peut préconiser en matière de levier à la plantation, c'est d'éviter d'avoir des racines trop longues. Donc, on conseille autour de 5 cm, pas plus, notamment quand on s'est planté à la machine. Il faut aussi réfléchir à la date de plantation. Plutôt en période hivernale ou assez tôt en saison, hein, ne pas planter trop tard. Et pourquoi pas revenir à des pratiques anciennes et de se questionner sur le greffage en place. Une fois que les plantes sont plantées, bien sûr, alors même si on ne dit pas d'irrigation, c'est extrêmement important d'assurer une bonne alimentation en eau du plantier avec des volumes conséquents et ce à plusieurs reprises, hein, comme c'est conseillé notamment par l'IFV à ce sujet-là. Et puis, je reviens aux travaux du professeur Champagnol, peu ou pas de raisins avant 3 ans, parce que le développement du système racinaire est extrêmement sensible à la compétition avec la croissance des autres parties de la plante. Hein. Et dès que vous avez des raisins, eh bien, vous arrêtez le développement du système racinaire. Et c'est bien ce qui est dit dans le livre de François Champagnol. Hein. Durant les premières années de la vigne, la croissance racinaire peut être ralentie si l'approvisionnement en sucre est insuffisant. Et donc, ça limite fortement l'expansion des racines et donc la surproduction des jeunes vignes obère gravement leur avenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Si on veut développer un système résilient, il ne faut pas lui demander de produire une récolte complète au bout de la 2e année, voire même de la 3e année. Donc on a vu là un ensemble de leviers. Pardon, je vous laissais finir peut-être sur les mycorhizes. Non, c'est pas grave. Donc il y a aussi ces aspects en lien avec les micro-organismes du sol qui pourraient certainement contribuer, mais pour lesquels il y a assez peu de résultats. Et j'imagine que dans le futur, c'est une voie qu'il faut explorer. Donc je disais, oui, là on vient d'explorer donc, tous les leviers, en tout cas un certain nombre de leviers au moment de la plantation, qu'on n'avait pas d'ailleurs abordé jusqu'alors, donc il était important d'y revenir. Et là maintenant, il faut se poser la question aussi de comment jouer sur la consommation en eau de la vigne une fois plantée. Voilà, donc je vais revenir sur quelque chose que Anne a introduit, qui est cette
un élément important, c'est la densité de plantation pour réduire finalement la surface évaporante et reprendre ce critère fraction d'eau transpirable dans le sol qui indique un niveau de remplissage de la réserve utile. Alors, des travaux de modélisation qui ont été réalisés par mes collègues à Montpellier montrent l'effet de différentes densités de plantation, hein, ici 2500, 3300 ou 5000 cep par hectare, et différents niveaux de réserve utile initiale, hein, soit 100 mm, soit 200 mm, soit 300 mm, et de voir comment ces différentes densités de plantation influent sur le niveau de remplissage de la réserve pendant la période de maturation. On voit que si on diminue la densité de plantation, dans certaines conditions, on améliore le taux de remplissage du réservoir, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'eau pour la même période. Bien sûr, ça a des conséquences sur le rendement, hein, et cette question de la densité, c'est une question de compromis, hein, entre l'eau et ce qu'on attend en termes de rendement. Adapter le mode de conduite pour réduire la surface évaporante, hein, il y a tout ce qui relève de la hauteur de rognage ou des effeuillages apicaux plus ou moins intenses, et on sait très bien qu'en limitant la hauteur de rognage, on peut diminuer la surface évaporante. Alors c'est à raisonner également avec la question du rendement, mais ça peut être aussi favorable dans une situation où on a tendance à accumuler beaucoup de sucre, hein, pour aussi jouer sur un autre facteur qui est des teneurs en sucre trop prélevées. Anne a introduit la question de l'efficience de l'eau, donc c'est-à-dire c'est la quantité de biomasse qu'on peut produire avec une certaine quantité d'eau. Et des travaux réalisés ici à Montpellier par notre regretté collègue Éric Lebon ont montré que lorsqu'on favorise l'exposition du feuillage, eh bien, on améliore aussi cette efficience de l'eau. Donc, c'est peut-être à réfléchir quel mode de conduite, hein, quel type de palissage on choisit, et si on veut améliorer cette efficacité d'utilisation de l'eau. Et pourquoi ne pas réfléchir à ce qui fait que ce gobelet qui a été la pratique culturelle la plus utilisée et qui est encore très utilisée en région méditerranéenne, quelles sont ses caractéristiques qui font qu'il est bien adapté à ces conditions contraignantes. Il y a des travaux de recherche à faire pour le comprendre, mais c'est aussi des questionnements qu'on doit avoir pour la réduction pour les économies d'eau. Et pour terminer, le choix du cépage, donc c'est une petite introduction à l'exposé suivant. Il faut d'abord définir ce que c'est que l'adaptation. Donc, un cépage adapté, il faut qu'il puisse limiter les baisses de rendement, on va dire ça comme ça, maintenir la qualité et assurer la pérennité des souches. Et ça sera forcément une définition multicritère, parce que, rappelez-vous, au début, j'ai dit qu'est-ce que c'est que la sécheresse, hein. Donc, quels sont les scénarios de sécheresse? Est-ce qu'on a une sécheresse tout le temps? Est-ce qu'on est dans des situations très sèches, ou alors c'est épisodique, ou c'est une période de l'année? Et ça va vraiment être important. Donc on peut utiliser pour décrire l'adaptation à la sécheresse des paramètres agronomiques, hein, c'est ce qui est le plus près de la réalité, ou des paramètres physiologiques, tels que les travaux qu'on a réalisés à Bordeaux par Marc Plantevin, mais aussi Marc Gaudi, qui est dans la salle, permettent de caractériser un peu la régulation stomatique. Et on peut commencer, à partir de ces paramètres, à établir des classements des différents cépages. Et ces classements, malheureusement, il manque beaucoup. On n'a pas quand même une vision globale de la réponse à la contrainte hydrique des différents cépages. Alors, c'est des travaux qu'on a aussi commencé à faire toujours à Bordeaux. En 2022, on a bénéficié des conditions climatiques très défavorables pour commencer à avoir ces observations. Et ici, c'est un autre critère, hein, c'est la sensibilité à la défoliation. Et on voit bien que sur une parcelle où on cultive 52 cépages différents, eh bien, en 2022, on a toute une gamme de défoliation avec des variétés qui ne se sont absolument pas défoliées, comme le Colt ou Malbec, le Cabernet Sauvignon un peu moins. Et puis, la Syrah a présenté plus de symptômes, et des cépages portugais tels que le Vignao ont été vraiment très affectés. Des collègues ont essayé de tenter de définir qu'est-ce que serait qu'un idéotype élite de cépage plutôt économe en eau, hein. Donc, c'est qui va tenir le plus longtemps possible avant de, en gros,
s'effondrer en matière d'adaptation. Et donc, il vise des transpirations maximales plutôt faibles, une capacité de régulation des stomates et une marge de sécurité hydraulique importante. C'est-à-dire qu'avant que les flux hydriques soient stoppés dans la plante, eh bien, la plante puisse fonctionner le plus longtemps possible. Voilà, j'en termine là. Donc, il existe quand même de très nombreux leviers à combiner dès la plantation, et je pense que ça, c'est extrêmement important d'intégrer cette phase-là dans la réflexion, et aussi via les pratiques annuelles pour concevoir cette viticulture plus résiliente. Et c'est une vision forcément sur le long terme. Beaucoup de ces résultats issus du projet La Cave et d'autres sont en cours de rédaction. On est en train de les rassembler dans un ouvrage qui paraîtra d'ici la fin de l'année aux éditions Quae. Merci. La vigne, le vin et le changement climatique. Merci beaucoup, Nathalie. Attention à vous. Merci d'avoir complété cette vision systémique. On comprend bien que c'est une combinaison de leviers qui permettra de rendre le système plus résilient.